bienvenue et bonne journée à tous. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. François Geffrier. 8h sur Europe 1, le journal de Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour François, bonjour à tous. Les marchands de sommeil pointés du doigt après le grave incendie dimanche soir à Aubervilliers. Les logements insalubres concernent plusieurs autres habitants de cette ville de Seine-Saint-Denis. Europe 1 est allé à leur rencontre. À la une également Sophie. Vive réaction du Vatican après le scandale de pédophilie aux États-Unis. Le pape François condamne avec force les atrocités commises. C'est la première fois qu'un souverain pontife est aussi virulent après une affaire de ce genre. Un éclair et un épais nuage de fumée. Les images sont impressionnantes. Les autorités italiennes ont publié des vidéos de la surveillance du viaduc de Gênes au moment de son effondrement. 100e jour de la grève de la faim pour Oleg Sentsov. Le cinéaste ukrainien détenu en Russie est au plus mal. Et puis dans quelques heures, le coup d'envoi du festival du film francophone à Angoulême avec ce soir la présentation de Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve. Dans un quart d'heure, le député de la France Insoumise, Bastien Lachaud, invité d'Europe 1. Vos questions sur Twitter, #E1matin. Après le grave incendie d'Aubervilliers dimanche soir, le gouvernement a réaffirmé hier sa volonté de lutter contre les marchands de sommeil. 7 personnes ont été blessées dans ce logement de Seine-Saint-Denis qui, selon la maire, n'avait pas l'autorisation d'être habité. Et cet incendie n'étonne malheureusement pas les riverains. Beaucoup habitent également dans des appartements insalubres et sont victimes de marchands de sommeil qui profitent de leur vulnérabilité. Un reportage à Aubervilliers de Ghislaine Bergaoui. Gênée par la vétusté de son petit appartement, Sonia hésite à ouvrir la porte. Elle y vit avec son mari et ses 2 enfants entassés au milieu des cartons de vêtements et des quelques meubles. Il n'y a pas assez de place pour mes enfants, pour jouer, tout ça. Un taudis hors de prix selon elle. Pour ce 2 pièces de 25 mètres carrés, elle paye 600 € par mois. On dort ici. Alors c'est un lit de place, vous dormez à 4 dessus? Voilà, à 4 dessus. Ici c'est la cuisine. C'est tout petit? Oui, il y a des souris, des cafards. Même si on nettoie, ça reste toujours installé. La peinture s'écaille, les murs sont mangés par l'humidité et l'électricité saute régulièrement. Issam, le mari, a dû bricoler certaines prises avec des bouts de carton pour éviter que les enfants n'y touchent. La dernière fois, la nuit, elle a pris du feu à cause de plein de fils. Il y a eu un début d'incendie là. Ouais, on n'est pas en sécurité. L'incendie dimanche soir, à quelques numéros de chez elle, ravive l'inquiétude de cette famille. Quand je vis ça, je dis mais à tout moment ça peut être arrivé chez nous en fait. Que la maison prenne le feu quoi. J'ai très peur. On est bloqué, ouais. On est bloqué. Comme beaucoup d'habitants du quartier, depuis plusieurs années, ce couple a fait une demande de logement social, resté jusqu'ici sans réponse. C'était le reportage de Ghislaine Bergaoui à Aubervilliers. 8h03 sur Europe 1, le pape François hausse le ton après les récentes révélations d'un scandale de pédophilie aux États-Unis. Après avoir exprimé la semaine dernière sa honte et sa douleur, le souverain pontife a adressé une lettre aux catholiques du monde entier dans laquelle il condamne avec force les atrocités commises. Une première dans l'Église. Écoutez Odon Vallée, spécialiste des religions. Le pape va plus loin que ses prédécesseurs. Il parle de honte, de dégoût. Et il est assez probable qu'il sera amené à prendre des mesures encore contre des évêques. Le pape François pense à renforcer le code de droit canon, c'est-à-dire la loi civile et pénale de l'Église, pour que les évêques soient désormais responsables des méfaits, des délits, voire des crimes commis par des prêtres qu'ils n'auraient pas dénoncés et que même peut-être ils auraient permis sans les mettre à l'écart des mineurs. D'autre part, il y a à l'heure actuelle un vrai problème. Ces hommes, ces prêtres, ces évêques, ils n'ont jamais rencontré de femmes. Mais on a le sentiment, qu'on le veuille ou non, qu'un jour, on sera obligé d'autoriser les prêtres à avoir une femme. Et vous pensez que le pape François peut aller jusque-là ou c'est encore trop tôt? Alors, il le souhaite, mais c'est très bien qu'il déclencherait un schisme dans l'Église. Une bonne partie des prêtres, des évêques, voire des fidèles dans certains pays, ne veulent pas de prêtres mariés. Odon Vallée, spécialiste des religions, interrogé pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry. La famille de Sophie Petronin interpelle l'Élysée. Cela fait plus de 600 jours que l'humanitaire de 75 ans est retenu en otage au Mali par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Son neveu demande à Emmanuel Macron d'agir. Sophie Petronin souffre de paludisme et d'un cancer. La dernière preuve de vie remonte à juin dernier par le biais d'une vidéo dans laquelle elle était apparue très affaiblie. Les images sont impressionnantes. Les autorités italiennes ont publié des extraits de la vidéosurveillance du viaduc de Gênes mardi dernier. Elle montre l'extrême violence du moment précis où le pont s'est effondré, tuant 43 personnes. À Gênes, l'envoyé spécial d'Europe 1, Gwendoline de Bono.
3 vidéos obtenues par la police italienne auprès d'une compagnie de vidéosurveillance ont été rendues publiques. On y voit sous différents angles les voitures s'engager sur le pont, puis celui-ci céder 1 minute plus tard dans un nuage de poussière. Selon la presse italienne, il semblerait que ce soit un câble d'acier placé sur les arches du viaduc qui est lâché, faisant s'effondrer la structure. En revanche, il n'y a pas d'explication sur les causes de la rupture du câble. Sur place, des experts effectuent toujours des relevés techniques pour déterminer les raisons de l'accident. Le président de la commission d'inspection le reconnaît. Aujourd'hui, l'élément déclencheur de la dynamique n'est pas clair. Hier, des craquements ont été entendus par des riverains sur les parties du pont restantes. La zone interdite a été élargie et les autorités se disent prêtes à autoriser la destruction immédiate d'un tronçon du pont en cas de danger. C'est de toute façon ce qui arrivera. Selon une source gouvernementale italienne, tout le pont sera détruit. La phase de déblaiement et de démolition prendra quelques semaines. Les dirigeants de la société autoroutière en charge du pont livrent bataille avec le gouvernement. Ils affirment avoir les fonds et la capacité technique pour reconstruire l'ouvrage en 8 mois. La réponse de la coalition au pouvoir a été claire. Ceux-là ne géreront plus jamais nos routes. Gênes, Gwendoline de Bono, Europe 1. 8h06 sur Europe 1, Oleg Sentsov entame aujourd'hui son 100e jour de grève de la faim. Le cinéaste ukrainien détenu en Russie depuis plus de 4 ans purge une peine en camp pour terrorisme et trafic d'armes. Il y a 3 mois, il décidait d'arrêter de s'alimenter pour s'opposer à l'annexion de la Crimée. Jusque-là quasi inconnu, Oleg Sentsov est devenu un nouveau symbole de la résistance à la répression russe. Caroline Philippe. Depuis 2015, date de sa condamnation, Oleg Sentsov n'a jamais voulu attirer l'attention sur lui. Mais il y a quelques mois, il change complètement de stratégie au moment où il comprend que l'Ukraine, son pays, ne peut rien pour lui. Zoya Svatova, journaliste et militante des droits de l'homme, est l'une des dernières personnes à l'avoir rencontré la semaine dernière dans un hôpital pénitentiaire au nord de la Sibérie. Avant qu'il a commencé la grève de la faim, il n'était pas si connu. Il a décidé de diriger lui-même son destin, mais il lutte pas pour lui, il lutte pour les autres aussi. Mais je pense qu'il comprend que il pourrait être libéré seulement s'il y a un grand mouvement à l'étranger. Emmanuel Macron a déjà fait plusieurs propositions à Vladimir Poutine pour trouver une solution. Angela Merkel doit aussi s'entretenir avec le dirigeant russe dans les prochains jours. Oleg Sentsov fédère autour de lui plusieurs personnalités du monde de la culture, Johnny Depp, Jean-Luc Godard. Mais pour l'instant, le Kremlin reste silencieux. 100 jours après le début de sa grève de la faim, Oleg Sentsov a perdu 17 kilos. Il est dans un état grave et son cœur peut lâcher à tout moment. Caroline Philippe. L'enquête sur le Dieselgate, l'affaire des moteurs truqués de Volkswagen n'avance pas. Les juges français estiment que le constructeur et la justice allemande ne coopèrent pas. Ils ont écrit fin juillet aux parties civiles pour leur expliquer les longueurs de l'enquête. Écoutez, Maître Ludo, avocat des familles des victimes. Cette lettre explique que l'instruction pourrait peut-être avoir un rythme de croisière plus convenable si l'État allemand avait décidé de collaborer de manière plus efficace et ne ralentissait pas par des atermoiements, je le dis très poliment, les demandes de collaboration que les juges d'instruction formulent. Cette initiative qui a été prise par les magistrats instructeurs doit être saluée, parce qu'elle va permettre, je l'espère effectivement, à la chancellerie de rappeler à l'Allemagne ses obligations européennes. Ce serait une république bananière. On comprendrait qu'une demande faite à tel ou tel dictateur d'un pays dans le Pacifique puisse effectivement jouer un petit peu à ce jeu-là, mais tout de même, c'est l'Allemagne qui est membre de la communauté européenne, qui joue comme ça à cache-cache avec des juges français. C'est pas très convenable. Des responsabilités gouvernementales en seront informées et je pense que maintenant la balle est dans leur camp. Maître Ludo répondait à Salomé Legrand. Les Hautes-Alpes secouées par une importante épidémie d'anthrax. Plusieurs troupeaux de vaches ont été atteints. Appelée également fièvre charbonneuse, cette maladie est assez rare chez les animaux et encore plus chez l'homme. Plus de 50 bêtes sont mortes dans 28 exploitations. Cette maladie n'était plus réapparue en France depuis près de 20 ans, Benjamin Lévesque. Cette bactérie niche dans les sols en profondeur, parfois durant un siècle. Cette année, il y a eu énormément d'orages durant le printemps et un été très chaud. Et ça, d'après les spécialistes, ça favorise la libération de cette bactérie en surface. C'est alors que les vaches, chevaux et moutons broutent l'herbe qui est infectée. Ils tombent malades. Le plus souvent, la peau de l'animal a des lésions noirâtres, d'où le nom de fièvre charbonneuse, le charbon. La maladie cause une mort foudroyante chez les bovins, souvent en moins de 24 heures. Mais la transmission à l'être humain est extrêmement rare, explique le vétérinaire Serge Cavilli. Les exploitations dans lesquelles des mortalités liées au charbon sont suspectées sont placées sous surveillance. Notamment les entrées et sorties d'animaux sont limitées.
Donc on ne retrouve pas d'animal issu d'un foyer de fièvre charbonneuse, par exemple en abattoir et donc dans les étals des boucheries, et on ne retrouve pas de produits laitiers issus de ces élevages pour la consommation humaine sans traitement approprié. Et actuellement, il n'y a aucun humain malade. Par prudence, une 50aine de personnes bénéficient d'un traitement antibiotique, des éleveurs et des vétérinaires pour la plupart. Benjamin Lévesque. 8h10, la suite du journal de Sophie Tussaud et le 11e festival d'Angoulême ouvre ce soir ses portes. On parle cinéma. Oui, c'est l'occasion de découvrir les films français qui feront l'événement dans les prochains mois. Commencé ce soir par Lola et ses frères, réalisé par Jean-Paul Rouve. Mathieu Charrier. Lola et ses frères a été tourné à Angoulême. Il était donc naturel pour Dominique Besnéard de le programmer en ouverture de son festival. Le film raconte l'histoire d'une fratrie. Lola, c'est Ludivine Sagnier, et ses deux frères, José Garcia et Jean-Paul Rouve, également à la réalisation. C'est son 4e film. C'est une sœur qui est un peu prise entre ses deux frères. C'est les films sur la vie, une comédie de la vie. J'ai pas de frères et sœurs, moi, donc j'ai pas ce rapport-là. Ça nous plaisait bien, l'amour dans la fraternité. Lola et ses frères qui sortira fin novembre. Autre événement à Angoulême, la présentation du nouveau film de Kervern et Delépine avec Jean Dujardin, réfugié dans une communauté Emmaüs, mais qui cherche à tout prix à faire fortune. Je veux bien patienter, mais moi je suis chez l'entreprise. Ça fait 10 minutes que j'attends là. Un film que j'ai vu, fort drôle, qui parle des laissés pour compte de notre société. Et l'un des plus beaux rôles pour Jean Dujardin depuis des années. L'acteur sera à Angoulême et le film sortira fin septembre. Le Grand Bain de Gilles Lelouch, qui avait fait sensation à Cannes, sera également montré en Charente. On découvrira aussi Edmond, le premier film d'Alexis Michalik, qui adapte sa pièce de théâtre à succès. Voyez comme on danse, de Michel Blanc, qui retrouve 16 ans après Embrasser qui vous voudrez ses actrices Carole Bouquet, Charlotte Rampling et Karine Viard. Karine Viard qui aura un planning chargé à Angoulême puisqu'elle présentera aussi Les Chatouilles, une histoire de pédophilie, et présidera le jury de ce festival qui remettra ses prix, ses Valois, samedi soir prochain. Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1. Un mot de la saison des transferts en football. L'attaquant Mario Balotelli met fin à l'un des feuilletons de l'été en Ligue 1. L'Italien pressenti pour rejoindre Marseille a fait savoir qu'il restait finalement à Nice. Merci beaucoup, c'était le journal de Sophie Tussaud. Europe 1.